l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission numéro 42 de la bande des comics. Vous êtes bien sur Radioactive 100 FM, sur l'air toulonnaise, dans la voiture, dans les bouchons, sur l'autoroute, ou sinon vous nous écoutez sur internet radio-active.net à travers le monde et en podcast si vous voulez. On est le samedi 6 juillet et ma bande est la même que lors de l'émission de la fête de la musique. J'ai la même équipe, mais si vous n'étiez pas là, je vais refaire les présentations. Elle n'a toujours pas ses claquettes. Non, toujours pas. Mais elle est toujours présente et en forme. Annie, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Mais en très grande forme. Il a, je pense, plus de 10 doigts parce qu'il arrive à monter des potards en même temps. On ne sait pas comment il fait. Et il est un rouage essentiel de cette émission. C'est Jérémy. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Bon. Salut. Et vous l'avez entendu, à l'accent, vous l'avez entendu, on a encore aligné l'entraîneur adjoint puisque RD et Gilou ne sont pas là. Est-ce qu'ils sont ensemble ? On sait pas. Bon, peut-être qu'il y en a qui fait la vaisselle et qui est en train d'écouter la radio en séchant les assiettes, on ne sait pas. Et nous sommes toujours accompagnés de Chloé et Julien de la médiathèque d'hier. Bonjour. Bonjour. Merci et de de demain l'invitation. aussi. Et Pardon. Et quoi ? Et de demain aussi. De demain. On l'a fait jamais, celle-ci. Je suis sûr qu'il y avait- La vie, ça va dire génial. Merci Annie. Et donc du coup pour cette émission consacrée à la BD en médiathèque, quelle est sa place ? Parce que c'est encore Jay qui a trouvé le titre. Quelle place pour le 9e art en médiathèque ? Jay, t'aurais dû être écrivain. Au niveau de cette émission, évidemment, on fera un tour par les actualités sur le monde de la bande dessinée. Nous ferons la rencontre, donc une interview de Chloé et Julien, donc de la médiathèque d'hier. Annie me rend dans le coin. Et le dossier, quelle place pour le 9e art en médiathèque ? Et on terminera par le quiz de Pagile, puisqu'il n'est pas là. Donc sur un quiz de Star Wars, du coup, puisque c'est Gilles qui a envoyé les questions et que ce mec a un seul thème, c'est Star Wars. On va tout connaître de Star Wars. Allez, Jay, si c'est bon, on y va. Breaking news. Allez, qui a une news ? Jay, est-ce que tu veux commencer ? Allez, c'est parti. Je vais vous parler de BD franco-belge. On va changer un petit peu Alors. avec la série Origine, qui n'a pas de date de sortie pour l'instant, qui sortira chez Delcourt par l'auteur Sylvain Ferré, qu'on connaît notamment pour Talion. Je sais que Chloé aime bien aussi. Tout à fait. C'est très très chouette. Donc là, ça va être du space opéra. Il annonce déjà une série qui va être assez longue parce qu'il a déjà prévu à peu près 1500 pages pour cette série. C'est donc un projet ambitieux. Wow. Sur les franco-belges, ça te fait une bonne série, quoi. Il risque d'y avoir quelques tomes, je pense, hein, clairement. Je vais faire de la place dans les rayons. C'est ça, il va falloir faire de la place un petit peu. Un peu de désherbage, n'est-ce pas ? Et lui, il rêvait d'écrire une saga de space opéra et donc voilà, inventer des mondes, créer des personnages, des races aliens, etc. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est toujours sublime, notamment dans le découpage. Il est très très fort, le père Sylvain Ferré. Okay. Et pour l'instant, pas de date de sortie ? Pas de date de sortie pour l'instant. Bon, malheureusement. Annie, tu n'as... Non, t'as pas de news, tu m'as dit ? Non, j'ai pas de Non, news. pas de news, donc désolé de t'avoir dérangé. Julien et Chloé, est-ce qu'une petite news comme ça en freestyle ou pas du tout ? Non ? Non, alors paniqué, non. j'enchaîne, c'est pas grave. Une news un petit peu chouin. C'est notre ami Jeff Lubb qui tire sur la corde parce qu'il s'ennuie. Oh. Et ouais, mais c'est ça. Et qui annonce Batman The Last Halloween. Si vous n'avez pas lu, c'est on va dire c'est la suite de Un long Halloween et des ombres dans la nuit, et le dernier c'est Dark Victory, Amère Victoire. Amère Victoire, c'est ça. C'était Donc le deuxième. Ouais. c'était annoncé. Alors du coup, évidemment, Tim Sale, il sera pas là parce qu'il est mort. Donc on va dire que c'est une excuse assez valable. Mais voilà, donc plusieurs dessinateurs, et je trouve ça... Ah voilà, je trouve que ça manque un peu de créativité, d'originalité, que de revenir sur cette série. Un long Halloween est pour moi ce qui se rapproche peut-être le plus de la figure emblématique de Batman. Pour moi, c'est le comics numéro 1 de Batman. Et je trouve ça dommage quand on fait un petit peu du réchauffé. Surtout qu'il y aura plusieurs dessinateurs, même s'il y a Eduardo Risso, ça peut être plutôt sympa.
mais toujours un petit peu risqué de faire du réchauffé. Au bout d'un moment, ça accroche au fond de la casserole. Jay, alors du coup, c'est en tête à tête du coup. Est-ce que tu as une news? Puis on fera rebondir nos invités si besoin. Ça va être long terme. Tu crois pas si bien dire. C'est Green Lantern. Le mec, il a un sujet, c'est Green Lantern. J'ai réussi à trouver 2 news sur Green Lantern. Je suis très très heureux parce qu'il y a une nouvelle série qui va sortir, une mini-série pour le coup qui s'appelle Green Lantern Dark. Ils sont pas allés chercher très loin avec les Dark. Il y aurait RD, il nous ferait une remarque là-dessus. Oui, c'est vrai. Ça me rappelle une chronique que j'avais fait. Oui, vas-y, continue. Tout à fait. L'homme pénétré, non? Oui, c'est ça. Voilà. Mini-série donc qui est annoncée pour 2024, donc pour la fin d'année, avec la résurrection du label chez DC qui s'appelle Elseworlds, sur lequel on avait eu pas mal de séries annexes. Voilà, notamment à l'époque victorienne, le Batman. Gotham by Gaslight. Voilà, Mignola. Merci beaucoup, Julien. Et donc voilà, ils font revenir ce fameux label pour faire des histoires qui sont hors continuité. Donc ça va plaire à Rémi. Et pour le coup, avec une version alternative donc du héros à l'anneau, avec une saga qui va être horrifique, qui va se passer sur une terre post-apocalyptique. Donc ça, clairement, ça me plaît déjà. Oui. Mais en plus, voilà, avec l'univers des Green Lantern, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est écrit par Tate Brombal, que je connais pas, et Werther Dell'Edera, par contre, que j'adore, sur Something is Killing the Children, au dessin. Exact, ouais. Voilà, très hâte de voir ce que ça va donner. Ok. Oui, Julien, vas-y. Alors, c'est Jérémy qui m'a tendu la perche, mais le label Elseworlds, moi, alors c'est pas une news, hein, mais en même temps, c'est un appel. Parce que dans le label Elseworlds, ils avaient fait une trilogie que je trouvais assez extraordinaire. Alors, c'était fait par Jean-Marc L'Officier et sa femme, Randy. Et en fait, c'était un croisement entre le cinéma expressionniste et l'univers DC Comics. Et on avait eu Superman Metropolis, avec le film de Fritz Lang, Metropolis de 1927. Ouais. Il y avait Batman Nosferatu et Wonder Woman Blue Amazon, avec le film de Fritz Lang. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, je les avais en version originale et j'attends désespérément qu'ils le publient ou qu'ils le traduisent un jour en français, parce que graphiquement et scénaristiquement, le croisement entre les deux univers était vraiment mais du coup, c'était sorti en comics? En fascicule, ouais. En fascicule. D'accord. Pas en France, du coup. En France, ils l'ont pas édité. France, ils l'ont jamais sorti, ouais. Ah, j'en avais jamais entendu parler. Urban Comics, si vous nous écoutez. Ou alors, on lance, c'est à eux qu'on lance une perche maintenant. On dit, je sais qui vous écoute, alors c'est pour ça que j'en profite. C'est pour ça, non, mais c'est bien, il faut passer c'est mieux que les messages directs Instagram, quoi. À la radio, c'est fantastique pour ça. Et c'est sorti il y a combien de temps? Je crois que c'était paru fin des années 90. D'accord. Ah oui, quand même. Ouais, non, c'est assez vieux. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai une petite news. Alors, on va dire, c'est pour les nostalgiques. C'est un crossover maître de l'univers avec les Tortues Ninja qui a été annoncé. Alors, je pense que c'est un peu tout dans la teneur des crossovers avec les Tortues Ninja qui ont rencontré à peu près toute la création. Godzilla, je crois. Bref. Je trouve qu'il y a parfois un petit côté plaisir coupable sur ces crossovers. Moi, j'avais raté un Green Lantern Power Rangers, il me semble, qui était passé, et je crois qu'il n'a jamais vu le jour en France, je crois, de mémoire. Mais voilà, si vous êtes un enfant des années 80, je pense que ça pourrait vous faire plaisir. Oui, Julien, vas-y. Il y a un crossover aussi, moi j'ai trouvé ça, enfin visuellement en tout cas, scénaristiquement c'est autre chose, mais c'était le crossover entre justement les maîtres de l'univers et les Cosmocats. Ah oui, d'accord. Oui. Et visuellement c'était incroyable. Ouais. Après scénaristiquement, bon. Mais ça, je sais que c'est Vestron qui fait beaucoup qui publie beaucoup ces crossovers. Moi, j'avais lu G.I. Joe Transformers parce que c'était illustré par Jay Lee. Alors voilà, graphiquement, c'est Jay Lee et je trouve que c'est fantastique. Après, au niveau scénario, fallait pas en attendre des masses. Ça, aussitôt lu, aussitôt revendu parce que c'était pas extra. Jay, est-ce que tu as encore une news? On va rester dans les crossovers. Allez! Avec Avengers vs Aliens qui sort le 24 juillet 2024 aux États-Unis. Mais oui, parce que Disney a récupéré Alien. Tout à fait, ils ont récupéré la licence et donc c'est Jonathan Hickman, dont je vous ai parlé dans la précédente émission, qui va écrire et qui va surtout être accompagné de Ezad Ribic, qui était notamment sur Thor. Fantastique peintre qui nous fait des planches de toute beauté. Il a fait sur Thor, fantastique, fabuleux. Tout à fait. Donc voilà, voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, c'est la première fois qu'Hickman se retrouve sur une franchise autre que Marvel. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'il va nous trouver comme idée, parce que lui en général c'est des scénars qui sont solides. C'est pas juste une histoire con, on se tape dessus, quoi. Et donc, c'est parti pour être une série ou ça sera une mini-série probablement. Voilà, souvent ils font du 6 ou 12 épisodes, c'est pas une série longue.
Ouais, C'est pas une d'accord, ongoing. d'accord, ouais. Non, c'est Donc vrai, moi- Disney a racheté, je savais pas. Ouais, Aliens, ils ont Et oui, récupéré et la alors, licence. ce qui a amené un paradoxe chez Urban, en fait, Tout à et fait. Urban ne pouvait plus éditer. Alors, je crois que c'était le second tome de Planetary, Planetary, tout à fait, du ouais. coup, dans lequel apparaissait Alien. Et en fait, ce tome-là était tombé dans une espèce de Vide pas de juridique. vide juridique, du coup, mais d'imbroglio D'ambiguïté, juridique. ouais. Et Ouais. du coup, ils ont dû le retirer de la vente, puisque d'un coup, Urban n'avait plus les droits sur ce tome-là, en fait. Ou The Authority, je sais pas si c'était non, Planetary ou c'était The Authority. The Authority, ouais, ouais. Yes. Et voilà. Alors, si on a le temps, encore, Allez, j'en ai vas-y. une dernière. C'est la sortie la prochaine sortie du documentaire Frank Miller, American Genius. Oui. Donc, un documentaire qui va revenir sur ce géant des comics américains, parfois un petit peu décrié. Ça, c'est pas la place d'en parler ici, mais du coup, ça revient donc sur tout ce qu'il a apporté au monde des comics, que ce soit Daredevil, que ce soit Sin City, qui est pour moi une œuvre majeure du monde du comics. Je n'ai pas, comme un mauvais élève, je n'ai pas noté la chaîne où ça sera diffusé. Je crois que ça sera diffusé au cinéma, peut-être. Ça sera, j'ai pas relevé non plus. ça sera à vérifier. Mais du coup, voilà la sortie de ce documentaire Frank Miller, American Genius, à voir sur les écrans, petit ou grand, on ne sait pas. On est bon au niveau du temps. Tout à fait, on va pouvoir faire une petite alors, pause musicale. alors là, Jay, tu me fais plaisir. Je sais pas qui l'a choisi. C'est vrai. Ah, Jay, C'était pour te faire plaisir. ça me touche des frissons. Hein, un petit peu. C'est la bromance. C'est ça, du coup, t'as pas une musique de fond un petit peu coquine là à mettre on va s'écouter, ça fait plaisir, le Saiyan Tsupa Crew avec Rad Mare qui était sorti, issu de l'album KLR, qui est absolument magnifique, on écoute. Ah, que ça fait du bien, ça me rappelle ma jeunesse, tiens. C'était le Saiyan Tsupa Crew. Raz-de-marée par cette chaleur, ça fait toujours du Rad bien. Mare, ouais, c'est ça. Vous êtes bien sur Radioactive pour la bande des comics, l'émission spéciale consacrée à la bande dessinée. Vous nous écoutez sur l'air toulonnais, sur 100 FM, sinon radio-active.net pour le direct et les podcasts. On va passer à notre premier dossier, qui est une rencontre avec donc Chloé et Julien de la médiathèque d'hier. Jay, je te laisse mener le débat. Tu me laisses le mic. Ah oui. Alors, c'est parti. Première question assez simple. Avant d'arriver en médiathèque, votre parcours de lecteur, c'est quoi? Comment vous êtes arrivé au 9e art? Alors, on va peut-être commencer par Chloé, et après Julien. Alors, comment je suis arrivée Au 9e art, à 9e la art. BD, manga, comics, éventuellement. Je pense que ça a été d'abord par le manga, moi, personnellement, quand j'étais petite. Et j'allais beaucoup dans les librairies et je lisais par terre, je pense, comme tout beaucoup un chacun, je pense. d'enfants à l'époque. Et je consommais énormément de mangas. Après, Dailymotion est arrivé avec les animés. Donc, forcément, je me suis mis à Dailymotion, qui existe toujours aujourd'hui, même s'il est moins exploité. Il survit. C'est vrai. Et après, j'ai pas fait beaucoup de BD franco-belge. Je suis beaucoup passée au roman graphique. D'accord. Donc, j'ai un parcours assez peut-être particulier avec la bande dessinée, mais je lis principalement en tout cas des mangas et des romans graphiques. Ouais. D'accord, ok. C'est ton style de prédilection, quoi. Voilà. Plutôt, oui. Ok. Toi, Julien? Alors moi, par rapport à mon grand âge, j'ai d'abord été élevé, comme la plupart d'entre nous, par de la BD franco-belge, la Sainte Trinité, Tintin, Astérix, Lucky Luke, un peu de Gaston Lagaffe, un peu de Spirou et Fantasio. Et puis un jour, je devais avoir une dizaine d'années, suite à des circonstances rocambolesques que je vous les épargnerai aujourd'hui, mais qui expliquent une partie aussi mon amour pour le personnage, je suis rentré dans la librairie de mon village et je suis tombé sur un spécial Strange Origins, voilà, qui reprenait les aventures, les origines de Spider-Man, alors les épisodes de 63 par Stan Lee et Steve Ditko. Oui. Et là, ça a été le coup de foudre instantané. Ce personnage, déjà, je n'avais jamais vu des comme ça. Son histoire qui me parlait. Voilà, je trouvais plein de points d'accroche et plein de résonance. Une manière de raconter aussi qui changeait de ce que j'avais l'habitude de lire. Un ton aussi, une gravité ou une dimension tragique que je ne connaissais pas forcément par rapport à mes lectures précédentes. Et le personnage de Spider-Man a été ma porte d'entrée dans l'univers des comics. Et depuis, ça m'a pas lâché. Voilà. Je consomme énormément de comics. Voilà. D'accord. Le t-shirt. Et ouais, d'où le t-shirt, c'est l'hommage direct, quoi. Et du coup, comment vous êtes arrivé, après ce parcours de lecteur, à travailler en médiathèque? Qu'est-ce qui vous a amené à travailler en médiathèque? Alors, compliqué. Moi, j'ai toujours voulu être bibliothécaire depuis que je suis toute petite. D'accord. C'était mon rêve. Ah ouais. Donc, chacun ses ambitions. Moi, c'était être bibliothécaire. J'ai fait un parcours de lettres. Moi, je suis médiéviste à l'origine. Je m'intéresse à la poésie lyrique du XIVe. Bon, totalement particulier. Ok.
Et après, tout simplement, j'ai postulé pendant 4 ans à travers toute la France, jusqu'à décrocher un poste. Mais t'es diplômé du coup là-dedans Je suis diplômée recherche en littérature romane. D'accord. Eh ouais. Il y a un silence là. Ça nous a calmé, ça nous a calmé là. Vas-y, Jay, enchaîne, vas-y. Le silence après du Chloé, c'est encore du Chloé. C'est ça. Et toi, Julien, comment t'es arrivé en médiathèque ? Alors j'ai fait plusieurs métiers, j'ai eu plusieurs vies avant d'être bibliothécaire. J'ai été animateur dans des maisons de jeunes et j'étais plutôt spécialisé dans l'audiovisuel. On faisait des courts-métrages avec les jeunes. J'avais une spécialisation cinéma et lettres modernes. J'ai fait un DEA, alors je sais pas comment on appellerait ça aujourd'hui, un master ou je sais pas quoi. Enfin, moi c'est sur le cinéma d'animation et notamment sur Tex Avery que j'adore. Donc j'avais fait une monographie, enfin une poétique du cinéma de Tex Avery, aussi de décortiquer un petit peu ses gags et comment il travaillait de manière un peu méta aussi le cinéma d'animation. Et c'est avec cette double casquette lettres et spécialiste du cinéma que j'ai passé le concours d'assistant que j'ai eu la chance de réussir. Et ma collègue et compagne Katusha m'avait parlé à l'époque que la bibliothèque allait devenir une médiathèque. Et du coup, je suis allé voir la conservatrice à l'époque avec mon petit dossier sous le bras. Et elle m'a dit, écoute, réussis le concours et puis on en reparle. Et ayant réussi le concours, je suis allé la voir. Elle m'a dit, banco, bienvenue dans l'équipe. Et j'ai commencé, alors non pas à l'espace jeunesse, mais j'ai commencé à l'espace ciné-musique où j'étais chargé des collections cinéma. Et puis au bout de 10 ans, vu que j'ai toujours travaillé avec des enfants, et ça me manquait. Et j'ai demandé à intégrer l'espace jeunesse et c'est comme ça que je suis là où je suis aujourd'hui. Donc tu as travaillé avec Romain, Jeff, en haut, un petit peu toute l'équipe. Alors j'ai travaillé au début, on était effectivement Romain, moi, Jeff est arrivé après, et puis après Katia est arrivée. D'accord, bon, mais on les salue d'ailleurs, on salue toute l'équipe de la médiathèque d'hier, hein. Petit big up. Comme je dis toujours, ciné-musique un jour, ciné-musique toujours. Oh, c'est beau. On dirait la Légion étrangère, quoi. C'est vrai. Pas loin. Alors, autre question, c'est quoi votre rôle à vous, en tant que bibliothécaire, médiathécaire, par rapport à la bande dessinée ? Du coup, Chloé, c'est quoi ton rôle, toi, par rapport à la BD ? Qu'est-ce que tu fais par rapport à la BD dans le secteur, dans l'espace adulte ? C'est complexe comme question. C'est compliqué comme réponse. Donc, la bande dessinée, je trouve que c'est un... après, on va avoir l'avis de Julien, mais je pense que c'est un média qui est particulier parce que c'est difficile de quantifier. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des documents qui sont lus sur place. Du coup, on ne peut pas se fier aux statistiques de nombre de près, parce que ça ne marche pas ni avec les bandes dessinées, ni avec les comics, ni avec les mangas. Donc, il faut à la fois se tenir à l'affût de ce que les gens lisent sur les fauteuils, sur les chaises. Donc, moi, j'essaie de regarder discrètement pour essayer de voir ce qui plaît le plus. Se tenir au courant, évidemment, de toutes les nouvelles sorties, de ce qui cartonne, de ce qui va être discuté à la radio, de la promotion qui va être faite. Et il faut essayer de trouver un équilibre entre à la fois ce que les gens attendent et à la fois ce que nous, on aimerait mettre en valeur. Donc moi, je suis à peu près à 80%, c'est tout ce qui est attendu par les lecteurs. Et 20% des achats, c'est ce que moi, j'aimerais mettre en avant personnellement. C'est un équilibre à avoir et je pense qu'on ne le trouvera jamais, en fait. Oui, effectivement, tu as raison. En plus, le fait que nous sommes passés aux automates de près à la médiathèque, ce qui fait que c'est vrai qu'en tant que bibliothécaire, on perd un petit peu le contact avec la collection, comment elle vit. Donc c'est vrai que ça nous oblige aussi, mais bon, c'est pas une contrainte en soi, mais être peut-être beaucoup plus présent auprès des gens et essayer d'avoir ce repère-là, de savoir de ce dont ils auraient envie, ce que nous, on souhaiterait mettre en avant. Et après, moi, je signalerais peut-être aussi une complexité par rapport à l'espace jeunesse, parce que c'est pas un espace enfance. Oui. C'est un espace jeunesse avec tout ce que ça signifie aussi, ou pas d'ailleurs, parce que le terme est assez ambigu, mais on accueille autant des nourrissons que des jeunes adultes. À partir de là, le grand écart, il est total. Et il faut que nos collections, elles reflètent ça aussi. Il faut qu'on soit au plus près aussi des besoins de chaque catégorie d'âge ou de chaque tranche. Et la bande dessinée, du coup, elle obéit aussi à ça. Il faut qu'on arrive à trouver aussi des bandes dessinées qui plaisent autant aux enfants que peut-être aux plus grands, aux ados, avec ce que ça suppose aussi de vigilance par rapport aux thématiques, par rapport à la violence, la représentation de la violence graphique, par rapport aux thèmes abordés, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Et ça a été autant les comics, pareil, ils ont eu quand on les a intégrés, on a eu de vives discussions. Les mangas, c'est pareil. Ouais.
on retrouve aussi cette problématique-là. Qu'est-ce qu'on met à quel étage? Ouais, Voilà, adulte ou jeunesse, des passerelles, l'attaque des titans par exemple. Les minots voilà. ils aiment bien le lire, mais bon, Alors, est-ce que c'est vraiment de leur âge? on a Promise Neverland Ouais. Oui, en c'est jeunesse, pareil. mais par contre, on a l'attaque des titans au 3e. Alors après, qu'est-ce que. Bon. Où est la frontière en fait? C'est ça, ouais, Ouais. c'est compliqué. Moi, je suis très content parce que du coup, tu as dit jeune adulte qui fréquente votre secteur, donc je suis content parce que je suis un jeune adulte. Du coup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, Rémi, Annie? Oui, est-ce que vous avez quand même une transparence sur les données, les statistiques des emprunts qui sont faits ou pas? Une transparence par rapport Et est-ce au que public. vous, en tant que médiathécaire, c'est Médi- ça le mot? médiathécaire, Ouais. c'est ça. Est-ce que vous pouvez voir en fait ces données-là et puis comptabiliser ensuite et peut-être donc faire des changements dans les rayons par exemple, ajuster en fait l'intérêt qu'on va avoir vers une œuvre, ou est-ce que c'est complètement géré par un instrument informatique et que du coup vous n'avez pas du tout la main sur ce truc-là? Si, on a totalement la main. Moi, ça fait partie de mes outils de travail. Ok. Personnellement, j'utilise beaucoup les statistiques pour les collections, en fait. Mais est-ce que du coup, derrière, est-ce que ça vous influe sur ce que vous allez proposer, par exemple, en rayon ou pas du tout? Ce que vous allez proposer aussi aux personnes qui vont venir demander des conseils, des recommandations? Alors, oui et non. Désolé. Même réponse. bien. Même réponse. Non, c'est compliqué parce qu'à la fois, on doit se baser sur les statistiques, évidemment. Mais d'un autre côté, on a aussi un rôle de médiation culturelle. On est aussi des médiateurs culturels. Donc, c'est pas possible de se limiter à ça. Il faut se tenir au courant sur toutes les plateformes, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse en ligne, que ce soit les blogs, que ce soit les revues YouTube, que ce soit les podcasts. Et essayer de nager, de décortiquer et de structurer toutes ces données. Disons que, si je peux compléter ce que tu dis, par rapport à une librairie, on a un rôle qui est double. C'est-à-dire qu'on doit à la fois essayer de suivre, autant que faire se peut, la nouveauté éditoriale. Et effectivement, surtout dans le domaine de la bande dessinée, ces dernières années, c'est quelque chose d'assez assez florissant. Et en même temps, on a un rôle aussi de conservation et de mise en avant peut-être de choses qui sont plus anciennes, mais qui méritent, j'allais dire à quelques degrés que ce soit, d'être proposées, de faire l'objet de médiation, parce que ça représente une étape dans l'histoire de la bande dessinée, parce que ces auteurs ont eu un rôle important dans l'histoire du genre. Donc voilà, on est toujours à cheval entre essayer de trouver cet équilibre entre la nouveauté, mais aussi peut-être un rôle un petit peu plus patrimonial, si je puis dire, avec des guillemets bien sûr, mais voilà, c'est cet équilibre-là qu'il faut essayer de trouver. J'ai juste une précision du coup sur les stats parce que j'ai fait un petit stage au sein de la médiathèque d'hier. C'est vrai que tu aimais bien les stats. On a vu que tu prenais pas mal de notes. Ouais. Je suis très stat et forcément j'ai édité un certain nombre de stats et le livre le plus emprunté sur un an glissant, donc depuis un an là, c'est Astérix. Hein. Bah oui. C'est le livre avec 41 étonnant. prêts sur le papyrus de César. Voilà, qui est pourtant pas la dernière, hein, mais effectivement. Alors après, vous avez 3 exemplaires parce que vous l'avez en jeunesse. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire aussi, il faut faire attention à ça. Statistique, c'est qu'on a plusieurs exemplaires et des fois, on a des doublons aux étages. Et là, c'est même un triplon parce que vous l'avez en 3 exemplaires. Donc effectivement, ça sort fort la BD et même devant d'autres ouvrages, effectivement, qu'on peut trouver dans d'autres secteurs, aussi en doublon, par exemple en grand caractère et dans la littérature, par exemple, et en normal ou en poche, etc. Oui, alors moi j'avais une question, c'est est-ce que et dans quelle proportion vous avez vu la fréquentation et les publics évoluer au niveau de la médiathèque? Est-ce que c'est un lectorat qui bouge? Est-ce que c'est un lectorat qui, à contrario, reste stable? Est-ce que c'est un lectorat qui est plutôt indépendant, qui va pas venir trop vous chercher? Est-ce que c'est un lectorat qui est à l'inverse en demande d'informations et de renseignements? Quelle évolution vous avez vue sur ce lectorat, même si toi, Chloé, tu es assez jeune sur le job, mais du coup, est-ce qu'il y a une tendance qui ressort? J'ai fait une question trop longue. Non, mais je me dis, moi, ça fait que 2 ans que je suis là, donc peut-être laisser plus parler Julien. Moi, ça fait que 2 ans que je travaille à la médiathèque, donc c'est compliqué d'avoir du recul à ce point-là. C'est intéressant aussi. Mais après, ton avis, je pense que ça sera intéressant. Julien, du coup, tu penses, comment tu as vu le lectorat évoluer sur une médiathèque? Alors, lectorat. Après, tout dépend les supports qu'ils viennent chercher, les documents qu'ils viennent chercher. Alors, sans parler de lectorat, mais du coup d'abonnés, je sais pas comment on peut dire pour une médiathèque. Adhérents. Merci, adhérents. Il y a énormément de gens qui viennent emprunter des bandes dessinées.
Ça, c'est incontestable. Alors après, il faudrait préciser, parce que la bande dessinée, c'est une grande famille. Il va y avoir toute une catégorie d'âge qui vont foncer vers les mangas. Et BD franco-belge, je ne connais pas. Et une autre frange qui emprunte beaucoup des BD franco-belges. Les comics, c'est très compliqué. C'est à la marge. Ouais, non, mais ça peut se comprendre aussi. C'est ce qu'on disait hors antenne tout à l'heure. La continuité même de ces séries, le fait que les séries ont été créées, je prends le cas de Superman par exemple, en 1938. De 1938 à 2024, il a connu énormément de transformations et d'évolutions. Mais du coup, ça peut effrayer le lecteur. Je commence par qui, par quoi, c'est quoi la meilleure période, la plus simple d'accès. Donc on a tout ce travail-là aussi à faire, ce pas-là. Ça nous demande aussi de connaître nos lecteurs. Voilà, qu'est-ce qui vous plaît aussi dans ce genre de récit, quel personnage, parce que ça aussi, ça peut influer et influencer nos propositions, nos choix. Le lectorat, il n'a jamais été autant informés. Parce que maintenant, c'est vrai qu'ils savent ce qui sort, ils sont au courant. C'est ce que disait Chloé. Etc. Une chronique qui va tomber sur France Inter. Sur TikTok. Peut-être que le lecteur va venir chercher. Mais du coup, j'ai pu constater aussi que l'afflux d'infos, et notamment peut-être pour les parents ou les grands-parents, fait qu'à un moment donné, trop d'infos tue l'info, c'est-à-dire qu'ils sont perdus aussi. Une saturation. Et c'est vrai que là, on peut intervenir en tant que prescripteur, même si j'aime pas trop le mot, mais en tout cas, leur conseiller, prenez plutôt peut-être celle-ci. Mais là aussi, ça demande de connaître les attentes aussi du lecteur et ce qu'il est venu chercher. Mais à vrai dire, ce que je pense que Chloé ressent pour le comics, c'est peut-être d'être perdu. Moi, je l'ai pour le manga. En fait, voilà, si demain moi, pareil. Je dois conseiller, je dois acheter un manga à un de mes enfants. Alors oui, quelques notions parce que je travaille en librairie, mais sorti de ça, vraiment, qu'est-ce qui peut être le plus pertinent pour un garçon, une fille, quel âge? Enfin, ça serait assez compliqué. Toi, du coup, Chloé, même si tu es en poste depuis 2 ans, quelle tendance, on va dire, tu as pu voir se dégager? Ou même, du coup, quel est ton rapport, toi, avec les adhérents? Est-ce que tu les laisses venir? Ou très brièvement, est-ce que tu les laisses venir ou est-ce que c'est eux qui viennent à toi? Comment ça se passe? Les deux. De toute façon, c'est toujours les deux. La seule chose que j'ai pu voir en 2 ans qui me fait un peu plaisir, c'est que je vois de plus en plus d'adultes emprunter du manga. Donc personnellement, ça me fait plaisir, ce qui n'était pas le cas avant en fait. Non. Mais comme les générations ont grandi, forcément, donc on retrouve... le lectorat s'ouvre en fait sur les différents genres. Oui, je trouve. Même en bande dessinée, roman, graphique, manga, je trouve qu'on a plus de générations différentes qui viennent les emprunter. La preuve en est, si je peux me permettre, c'est le club lecture où tu m'avais gentiment convié sur les mangas. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Où on avait un public très hétérogène. On avait des personnes âgées, on avait des tout jeunes. Et, des adolescents aussi. Ouais, c'est intéressant de croiser comme ça les publics. Et du coup, ça très vite, alors du coup, vas-y. Oui, et ce que je voulais faire remarquer aussi, c'est qu'on commence à faire de plus en plus de ventes en termes de manga en France. Donc ça commence à vraiment devenir plus disponible pour plein d'âges différents. Donc je pense que c'est pour ça que ça se traduit dans la fréquentation à la médiathèque fait, et qu'on peut voir ça, cette tendance-là. Ok, merci. Je suis obligé de clore parce que sinon on va dépasser, mais on pourrait encore en parler longtemps. On va y revenir. On va peut-être enchaîner sur le deuxième dossier, mais on va faire une petite pause musicale avec The Cure. Le Labaille. C'est Julien, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, des souvenirs de cours d'anglais. Qui c'est qui a choisi ce titre? C'est moi. C'est moi. Ça y est, il arrive, il se croit chez lui. Allez, on écoute et on se retrouve dans quelques minutes pour le prochain dossier. Quelle place pour le 9e art en médiathèque? Merci Jay, donc c'était The Cure. On avait Julien qui était parti en air synthétiseur dans le studio, il était inarrêtable, il avait commencé à faire une mèche sur le côté. Enfin, bon, j'ai été curiste. On a réussi à le tenir jusqu'au bout. On attaque notre deuxième dossier. Quelle place pour le 9e art en médiathèque? Point d'interrogation. Ça, c'est Jay qui choisit les titres. C'est lui. C'est toujours poétique, fleuri, c'est ça. Et du coup, je me tourne donc vers mes 2 médiathécaires du jour, Chloé et Julien de la médiathèque d'hier. Alors, comment répondre à cette question? Quelle place pour le 9e art en médiathèque? Qui veut prendre la parole? Déjà, juste parce que je vais polémiquer un petit peu. Pourquoi ce serait le 9e? Voilà. Oui, ça tu aimes cette thématique. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que si on s'en réfère aux travaux de Rodolphe Töpfer en 1850, c'est le premier à avoir réfléchi cette espèce d'interaction entre le dessin et le texte.
on est bien avant la projection des Frères Lumière, 1850, la projection des Frères Lumière, avant c'est le 7e, 1895. finalement, ouais. Donc déjà, moi, je suis toujours un petit peu, circonspect par rapport aux dénominations. Et ça nécessiterait aussi peut-être de se demander c'est quoi un art, voilà. Mais On a que 15 minutes. Mais c'en est un. Voilà, c'était juste pour la petite C'est boutade. une introduction super. Parce qu'on avait parlé avec Jérémy, c'est pour ça. Par contre, je rebondis un peu sur ce que dit Julien, et je pense que ça va avec la place du coup du 9e art à la médiathèque. C'est qu'en effet, il y a une séparation qui est faite, je ne sais pas trop pour quelle raison, entre la bande dessinée et la littérature. Et ça se ressent en médiathèque, selon les publics qui viennent, et qui sont peut-être étonnés de voir qu'on a un fond aussi conséquent à l'espace adulte. Parce que bon, pour ceux qui ne sont pas venus, on a quand même un joli fond bande dessinée, roman graphique, manga. Et beaucoup d'adhérents ont un peu peur d'aller là-dedans parce que pour eux, c'est pas sérieux. Pour eux, c'est pour les enfants. Ouais. Malgré le temps qui passe, on a encore cette idée reçue. Que la bande dessinée, c'est pas pour les gros. Enfin, c'est pas Exactement, c'est pas pour les adultes. Oui, c'est Mais ils les disent, hiérarchies culturelles. Enfin voilà, mais ils qui sont disent là, aussi que c'est pas des vrais livres. Exactement. En librairie, on dit que c'est du non-texte. Donc Oui, c'est vrai. ça montre que c'est une vanne régulière, c'est je cherche les livres, vous avez les BD dans les vrais livres, du coup la littérature, donc il y a toujours une séparation sur la BD et la littérature, et je pense que ça restera comme ça. Mais vas-y, continue. Ah, je sais pas, peut-être J'espère que... Oui, moi je me dis peut-être qu'avec les générations à venir et plus tard, il y aura moins cette séparation-là. Déjà, on commence à l'avoir un peu moins de la part des adultes, même si elle est toujours présente. Mais je pense que c'est aussi un peu notre rôle en tant que médiathécaire d'essayer de montrer que la bande dessinée n'est pas forcément quelque chose d'infantile. Alors, mais non, parce qu'on est bien placé pour le savoir. Il y a des thèmes en bande dessinée qui sont abordés. Là, d'un coup, tu me parles de ça et je pense à In Waves, ce roman graphique sur le thème du cancer et du surf. Ils arrivent à mélanger ça qui est extrêmement poignant. Ça a été une de mes petites larmichettes en bande dessinée. Mais non, il y a des sujets forts qui sont abordés en termes de bande dessinée. Mais alors, comment, du coup, pour répondre à notre question, comment est-ce qu'on constitue un fond bande dessinée et comment on le fait évoluer? Même si on a déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on continue à développer cette question. Comment est-ce qu'on constitue un fond bande dessinée? Alors déjà, juste pour revenir par rapport à ce que tu disais, il va nous Rémi, citer un auteur là, je sens. Non, la notion de vrai livre, parce que c'est hallucinant, parce que c'est exactement aussi le discours qu'on peut entendre de la part de certains parents qui ont dû oublier leur lecture de jeunesse, certainement, mais qui nous disent on cherche de vrais livres pour nos enfants. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance un peu à me désarçonner, parce que je dis, mais ils lisent en fait. C'est une lecture, on lit différemment. Et là, peut-être qu'il faudrait qu'on s'interroge aussi sur ce que ça veut dire lire en fait. On parlait des hiérarchies culturelles qui sont encore là. Et ce qui est un peu ambigu avec la bande dessinée, c'est que pour moi, la bande dessinée, elle a gagné la bataille. Au sens où il y a un prix Angoulême qui est connu, c'est reconnu populairement, c'est reconnu de manière critique aussi. Le problème tient peut-être aussi à... On est passé d'une certaine forme de méfiance, voire parfois de mépris, à peut-être une forme de relative indifférence. Et c'est pas mieux. Et du coup, peut-être qu'il faudrait... Et quand on pense que, par exemple, le Collège de France, ça fait même pas 1 an ou 2 ans maximum, qui a confié à Benoît Peters la responsabilité de donner des cours sur la BD et sur comment ça fonctionne une BD et l'histoire de la BD, on se dit, waouh, effectivement, en termes d'objet, un produit culturel, la BD est là, elle est bien là, elle a fait sa place, mais en termes de reconnaissance, j'allais dire, de système narratif qui est capable de créer une histoire avec ses moyens propres et tout, il y a peut-être un petit peu plus de difficultés. Oui, Annie, bien sûr. Je trouve ça étonnant quand même, parce que moi, typiquement, j'ai l'exemple de Le Monde de Sophie, qui fait un bouquin sur la philosophie, et il a été adapté en BD, elle est juste magnifique, incroyable, je l'adore. Je trouve ça étonnant qu'on se dise que c'est pas de la lecture, puisque on peut faire des adaptations aussi derrière dans l'autre sens. Alors après, il y a peut-être aussi, alors ça c'est personnel, hein, j'engage pas Chloé sur ce sujet-là, mais moi j'ai un petit peu de mal par exemple avec l'appellation roman graphique. Oui. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu parfois un alibi que se donnent les adultes pour lire des bandes dessinées. Moi j'appelle ça de la bande dessinée pour adultes, tout simplement.
Et c'est tout aussi légitime et valable qu'une bande dessinée. Enfin, je veux dire. Alors, pour ma part, pour Oui, intervenir, je pense que si on efface la notion de roman graphique, il faut effacer la notion de comics et de manga. Oui, c'est ce que j'allais Du dire. coup, aussi. je pense qu'alors oui, je veux bien comprendre ce truc un petit peu d'intellectuel, on va dire que je lis pas de la BD, donc je lis pas Tintin et pas Spirou, je lis un roman graphique. Et moi, j'assimile le roman graphique à un thème, on va dire, un petit peu plus sociétal, des fois, un petit peu plus... je vois qu'on fait oui de la tête, du coup, génial, je suis pas dans le faux, mais donc c'est vrai que je vais vraiment faire une distinction avec le franco-belge qui, en 48 pages, Ouais, le 56, 48 cc. tu vois, raconte une histoire, certes, et pour moi, le roman graphique qui parfois va sur plusieurs centaines de pages dans un thème qui est totalement un petit peu différent, qui touche parfois un petit peu plus à l'humain. Je parlais de Wind in Waves, mais j'aurais des tas d'exemples à donner. Donc, voilà, mais... Après, encore une fois, pour revenir sur cette place de la BD en médiathèque, comment vos adhérents viennent comment ils viennent vers vous au niveau de la bande dessinée? Est-ce que vous faites des présentations? Je sais que vous en faites, exactement, Jay voulait en parler, mais est-ce que vous faites des présentations du coup sur la bande dessinée en fonction de quoi? Est-ce que c'est par rapport à une actualité, c'est une sortie, Parce que, en fait, moi, juste pour vous dire, moi, je vais beaucoup à Chalucé. En fait, c'est vrai que leur présentation, souvent, m'attire parce que c'est un livre qui est mis en avant. Je me dis, ah tiens, oui, je voulais lire celui-là. J'ai des fois pas tout le temps le temps de refaire tous les rayons. Donc, vous, comment vous vendez, entre guillemets, votre bande dessinée à la médiathèque? Il y a plusieurs solutions. On a une table des nouveautés. Donc, ce sont toutes les nouvelles acquisitions en bande dessinée qu'on met en avant sur une table particulière. Et est-ce que c'est consulté? Est-ce que tu remarques que c'est... Oui, tout est emprunté à chaque fois. Ah oui, tout, d'accord. Oui. Ok. C'est les premières... c'est sur les premiers documents que les adhérents viennent chercher. Après, c'est toujours pareil. Ça fonctionne de la même manière pour les romans parce qu'en fait, ça évite de chercher. Je pense qu'il y a cette chose-là aussi qui fait que, c'est devant, je vais prendre ça, je ne vais pas me noyer dans tous les documents qu'on a. Ouais. Donc, ça arrive aussi que parfois, on mette en avant des bandes dessinées si jamais un auteur meurt, par exemple. Parce qu'on sait qu'il va beaucoup... On fait pas rien en librairie, je sais. Non, mais les arbres sont différentes, mais... La nécrologie, quoi. Oui. C'est ça, et ça marche. Ça marche, hein, c'est sûr que tout le monde va nous demander... Là, en ce moment, tout le monde nous demande Paul Auster. On n'a plus aucun au rayon, alors qu'avant, il ne sortait pas, en fait. Donc, c'est toujours plus ou moins pareil. Mais on a aussi un public d'amateurs de bande dessinée. Donc, ils viennent chercher des choses très précises. Ils savent déjà, oui. Et ils savent déjà, oui. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une balance à avoir, comme je disais tout à l'heure, entre la popularité et plus la niche. Il faut essayer de trouver un équilibre. Jay, vas-y. Juste pour préciser, parce que vous avez mis en place une action ensemble, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, du coup, en lien avec le manga, il y a une exposition sur le manga. Sur l'histoire du manga. Voilà. Et, qui est en cours Non, c'était en 2023. D'accord, qui est prêtée maintenant au collège, d'ailleurs, l'exposition. Oui, c'est vrai, maintenant, elle est dans les écoles. Ouais. Et pour le coup, comment vous avez mis en avant, du coup, le manga dans cette... via le club de lecture, par exemple? Comment ça s'est passé? Comment ça se passait, le club de lecture, par exemple? C'est quoi, si quelqu'un n'en a jamais fait? Le club de lecture, c'est une sélection de documents que les bibliothécaires proposent aux adhérents qui sont inscrits. Donc, généralement, c'est des groupes d'environ une dizaine de personnes. À l'issue de la séance, ils repartent avec le document de leur choix et on se retrouve 2 semaines plus tard pour discuter de leur lecture. Donc là, c'était sur le manga, avec des personnes âgées et des tout jeunes. Tout à fait. Ouais. Et du coup, alors quel retour vous avez? Est-ce que les adhérents prennent facilement la parole? Est-ce que des fois, il y a des questions ou des remarques qui peuvent sembler parfois un peu naïves, parce que c'est pas un public qui est adapté à ce type de lecture? Du coup, quel retour tu as sur ton club de lecture, Chloé? Pour le manga, spécifiquement, un peu de tout, parce qu'il y avait une dame, je pense que c'était la plus âgée du groupe, qui, elle, ne s'attendait pas à voir des thématiques aussi violentes dans les mangas. Ah, oui. Donc, elle était très étonnée, qu'elle pensait que c'était une lecture pour enfants. Assez légère, superficielle. Assez légère, quoi. exactement. Chose qu'on a aussi un problème à l'étage, parce que je suis obligée de mettre des restrictions d'emprunt sur certains mangas, parce que les enfants de 8 ans ne peuvent... Je ne mettrai pas Berserk entre leurs mains, par exemple. Non, il faut pas. Mais les parents ne le savent pas, parce que pour eux, comme c'est du manga, ils vont le prendre et dire pas de problème. Oui, et donc, on est là pour arrêter, stop. Mais encore une fois, pour un parent qui ne s'y connaît
pas en manga, c'est le compliqué. manga se résume à Dragon Ball, tu vois, Exactement. Olive et Tom, et tu vois, et c'est tout. Donc c'est compliqué, et ça vient de la méconnaissance des parents qui doivent dire non, attends, ça c'est pas ton âge, on demande, on va voir, je vais venir avec toi. C'est ça. Et peut-être que là où c'est différent en médiathèque qu'en librairie, je parle de ce que je connais, en librairie on achète. Donc l'acte est un peu définitif. Moi je vois très bien, ma façon d'être en médiathèque est totalement différente. Je vais prendre des fois 2-3 BD comics et en fait, déjà mon regard de lecture sera différent parce que je sais que je vais le restituer. Donc en fait, si ça me plaît pas, j'ai aucun problème à poser au bout de la moitié du livre et me dire non mais je lis pas ça quoi, c'est une purge, je mets sur le côté. Tu vois, donc là, alors l'intention, je vais pas dire d'achat, mais l'intention de lecture est totalement différente et même l'expérience de lecture est aussi différente. Julien, tu voulais rebondir? Oui, juste pour parler de ce rendez-vous du club lecture, c'est vrai qu'on a essayé d'être le plus éclectique et le plus vaste possible. C'est-à-dire qu'effectivement, Chloé a pu proposer des mangas avec des thématiques adultes. Alors c'était quoi, par exemple? Avec tout ce que... Chloé, pour les thématiques adultes, c'était quoi les mangas? Moi, j'avais pris du coup un Inyo Asano, pour ceux qui connaissent. J'avais présenté l'auteur de Bonne Poon Poon. D'accord, ok. Peut-être. Ouais. Ok, ouais. Donc, les auteurs, aussi. on les connaît pas, nous. Tu sais. Ouais, d'accord. Bah, il disait Bonne Poon Poon parce que c'est un mec super sympa. Non, parce que c'est le plus connu, mais là j'avais présenté Solanine, qui est un peu plus sobre que Bonne Poon Poon, qui a l'air pour enfant, qui n'est vraiment pas du tout. Je déconseille à tous les moins de 16 ans, mais bon, ça c'est autre chose. Point, ah ouais. Ah oui, à ce point. Oui, moi je l'ai trouvé. Je sais pas si tu l'as lu du coup. Non, il est extrêmement dur, violent. C'est vraiment toute la monstruosité humaine qui est dans ce manga. Au niveau synthétique, enfin, ça parle de quoi? On suit l'histoire d'un jeune garçon qui est maltraité par sa mère, dont le père est en prison, qui finit par avoir une vie totalement détraquée, où tout le monde abuse de lui et où lui va abuser de tout le monde. Donc effectivement, oui, lecture très dure. Ce qui est désarçonnant dans ce manga, c'est Chloé qui me l'a fait découvrir, c'est que le personnage, il n'est pas représenté sous forme humaine, en fait. Sous forme d'un dessin d'enfant, d'un oiseau d'enfant. Qui évolue. Et du coup, ça crée aussi une espèce de décalage un peu délicat. De malaise même au niveau de la c'est très malaisant. Par rapport aux situations traversées, effectivement, c'est assez étonnant. C'est un contraste étonnant, Je pense à une BD qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui fait beaucoup de bruit et que j'ai pas apprécié à sa juste valeur peut-être, c'est le It's Lonely at the Center of the Earth de Zoé Thorogood, qui a énormément bien marché en comics et où elle fait ça. En fait, elle parle de sa dépression et son personnage, à elle, il est tout le temps dessiné un peu à l'arrache et les autres, c'est des animaux, effectivement. Elle joue, alors c'est marrant, elle a dû s'inspirer effectivement de Solanine. Il doit y avoir quelque chose. Bonne Poon Poon, celui-là, c'était. Ouais. Ou d'accord, ok. Autant pour moi, j'ai mélangé les deux. Et donc au niveau de ce club BD, c'est un club BD mensuel, c'est ça ou non alors là, c'était spécial manga, mais les sujets sont vastes. On fait pas forcément que du manga tout le temps. Là, le dernier, c'était sur la censure, par exemple. Donc les thématiques elles varient. Ok. Et donc c'est toi qui amènes les thèmes. Vous avez combien de personnes à peu près? Une dizaine, de 10 à 13, on va dire. Ce qui est pas vilain d'ailleurs. C'est pas mal. Avec les mêmes personnes ou ça il y a un roulement? Il y a des habitués, il y a un roulement. Il y a les moitié-moitié, je dirais. Ouais. Mais donc la fréquence, c'est quoi? C'est mensuel? Oui, c'est mensuel. Ok. D'accord. Tout à fait. C'est pas tout le temps moi, j'ai 2 autres collègues aussi qui le font. Donc qui l'animent, d'accord. Et sur quel créneau? Quel jour? C'est le samedi de 16 à 17 souvent ou 17h30. Est-ce que c'est un peu votre pic de fréquentation au niveau médiathèque? C'est surtout pour une raison logistique qu'on le met le samedi. Donc c'est vrai que les gens travaillent moins le week-end. C'est pas vrai pour tous les métiers. Bien sûr. C'est le cas. La preuve pour nous. Exactement. Le mercredi, c'est plus compliqué parce que les salles sont prises souvent pour des ateliers jeunesse parce que c'est plus le jour des enfants. Et évidemment, la semaine, c'est pas très stratégique. Non, ça, je veux bien le croire. Mais écoutez, merci beaucoup pour ce dossier, encore une fois, Chloé et Julien de la médiathèque d'hier. Vous restez avec nous pour le quiz de Pagil. Du coup, encore une fois, sur Star Wars, évidemment. Évidemment. Donc, Annie, tu peux te coucher directement. Moi aussi, du coup, je la rejoins. On vous réveille quand on part. On va fumer la clope. Un petit jingle et on y va. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Je rappelle dans les règles, il n'y a pas de règles, c'est le plus rapide et on n'hésite pas à se pousser ou à se mordre si jamais l'autre on pense qu'il a la bonne réponse. Et surtout, Julien, je t'ai lu quelque chose dessus là. Ah, mais Star Wars, il a cartonné. Vas-y, le quiz, donc préparé par notre ami Gilles qui nous a transmis alors qu'il était 36e dessous, il va concerner l'éditeur. Quel est l'éditeur ?
Ouais. Alors pour le coup, ça va être plus facile pour les bibliothécaires normalement. Mais après, Ouais, C'est pas dit. il peut y avoir difficulté avec le diffuseur, enfin voilà, ça peut être un peu plus compliqué. Non, le diffuseur, c'est celui qui est en retard à chaque fois. Ça, c'est MDS. Et achète. Voilà. On va tous les citer. Alors du coup, quel est l'éditeur? On va commencer très facile, de Dragon Ball. Glénat. Glénat, tout à fait. Bien joué, Rémi. Putain, il est fort, il commence très très fort. Bon, ça va, ça c'était facile. Quel est l'éditeur de Full Metal Alchemist? Kurosawa? Non. Ah, je confonds de nom. Pas loin. J'ai dit Kurosawa, je pense. C'est Kurokawa? C'est Kurokawa. Kurokawa. Je te le vole celui-là, mais c'est pas très beau. Il y a la passe d'Est, donc on va le donner aussi à Chloé. Oui. Un Non, demi-point je mérite chacun. pas, je me suis trompée de nom. Alors là, ça va aller très vite parce que c'est facile. Quel est l'éditeur de l'Enfeust de Troyes? Soleil. Soleil, ouais. C'est Soleil, tout à fait. Pour les Toulonnais, normalement, c'est un petit peu plus facile. Ouais, c'est ça. Effectivement. Quel est l'éditeur de Gaston Lagaffe? Dupuis. Très rapide, Rémi, pour ce coup. Là, il veut pas se faire avoir. C'était facile. Il a pas envie de se faire avoir. Ok. Quel est l'éditeur de Frontier? Ah, bah c'est la Belle 119. C'est le label Ah, s'il y 119. avait Alors, Gilou là, tu prononces ce nom, c'est je pas te- innocent qui a mis ça. je te l'accorde, c'est Ouais. pas innocent qu'il l'ait mis. Mais alors, label 119 qui est donc normalement un label du coup d'un autre éditeur. Est-ce que tu te souviens l'éditeur ou pas? Alors c'est rue de Sèvres. Rue de Sèvres. Et du coup, qui est rue de Sèvres qui fait partie de l'école des loisirs. Voilà, tout à fait. Avant Donc c'était là, tu Ankama. remontes, Voilà, et c'est le nouvel éditeur de Mathieu Bablet notamment. Ouais. Alors, les guerres de Lucas, quel est leur éditeur? Ah, Demand. De Mans, tout à fait. Voilà, là c'est facile, là, il va taper dans tous tes préférés là. C'est pas les bibliothécaires qui devaient répondre? Ah, mais je sais pas, moi, l'autre fois, il m'a laissé aucune chose. Donc, non, Il y a pas de pitié. Par courtoisie. Ah, merci, tu peux aller, ça. Que Rémi il est fort sur les éditeurs, Allez, hein, il les sur- connaît tous, hein, sur il la- les contacte. Sur la prochaine, vas-y, je laisse faire Chloé et Julien. Sur là. celle-ci, non. en plus, si tu les laisses faire, c'est mieux. Vas-y. Quel est l'éditeur de V pour Vendetta en France? J'allais dire d'ici, mais Vertigo. Alors ça, c'est l'éditeur américain. Moi, L'éditeur je l'ai- français. Ah ouais. L'éditeur français du coup de Vertigo. Ah ouais. Il glisse, il essaie. Non mais vas-y Rémi. Non, non, mais c'est Urban qui l'a. C'est Urban, Urban Comics, à l'époque c'était sorti chez Panini, il y a eu Alors, d'autres éditions. Et moi, j'ai la version Delcourt. Delcourt aussi. C'est Delcourt vrai qui est cotée, qui est un peu plus grande, qui est magnifique. J'avais été déçu de l'édition d'Urban qui était un peu plus petit Réduite, ouais. et un peu dommage. C'est Et, pas la même traduction, je crois, en plus. Alors ça, je sais pas. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai connu V pour Vendetta avec l'édition de Delcourt qui est absolument géniale. Quel est l'éditeur de One Piece? Ah. Ils sont pas chez Glénat aussi? Glénat, tout Ah, à fait. Question piège. Quel est l'éditeur de Naruto? Bah, j'allais dire Glénat aussi. Non, C'est pas C'est qui pas Glénat? c'est pas Kiyun. Ils sont pas chez Kazé. Non, pas casé, non. Non, non, je sais qu'ils sont pas chez C'est Kazé, marrant, mais c'est c'est marrant, pas moi loin, je le c'est pas vois loin. en. C'est le mélange de Glénat et Kazé en fait. De Glénat et Kazé. Glénazé. ou de Kazé et Glénat. Mais non. Là je vous ai bien aidé là. Non, je sais pas. Bah Kana. Ah, mais oui, oh là là. Oui. De toute façon, c'était pas Glénat, c'est Kana. Eh oui, Ouais. quel est l'éditeur de My Hero Academia? C'est chez nous en plus. Oui, c'est chez vous. C'est pas Panini? Non. My Hero Academia. J'ai envie de mettre Toulon chez Glénat, moi je sais pas pourquoi. Allez, vous l'avez pas, c'est Kiyun. Ah ouais? Ouais. bien. Ah ok. Et l'éditeur du prix du Fauve d'Or d'Angoulême, La couleur des choses, Ah oui. de l'année dernière, que j'ai lu en médiathèque grâce à mes collègues ici. Donc c'est un éditeur qui n'édite apparemment, enfin jusqu'à présent, que des auteurs non francophones. D'accord. Et du coup, ils ont fait une exception avec Avec Martin Panchaud. Avec Martin Panchaud. C'est ça et là. C'est ça et là, tout à fait, c'est ça et là. Allez, un autre qu'on trouve en médiathèque. Je vais essayer de faire que ceux qui sont en médiathèque. We Live. We Oui, Live, là celui-là. Il a Voilà, parlé, que j'ai lu il sur a les parlé, qui est incroyable. quand on trouve pas la page internet, C'est un de mes éditeurs préférés. quand on trouve pas la page internet, c'est une erreur. 404 comics. 404, tout à Merci fait. Rémi. Qui est devenu 404 Et graphique qui est aujourd'hui. devenu 404 404 graphics. Ouais, ouais. Allez, on va terminer par un que j'adore. Pour le coup, vous avez pas, il me semble, pas encore. C'est Kaiju numéro 8. C'est édité par qui? Ouf. Chloé Glénat. Tu l'as Glénat. fait, toi, Annie Kaiju? J'aurais En fait, dit peut-être Chloé, Kiyun. nous on a la mer Noire, qui soit pour le champion. Chloé, c'est Glénat. Ouais, tu vois. Ça a changé. Ambassadrice C'est Glénat. ça. Ça a changé d'éditeur, il a changé en cours de route. Changé de nom, il a été racheté. Je sais Il pas. fait aussi, il a une plateforme d'animé. Ah, Crunchyroll. Crunchyroll, Ah ouais. tout à fait. Ok. Ah, ok. Bon, Je l'avais voilà. pas. Nous avons terminé. Eh ben, Bien joué. c'était Cette pas trop fois-ci, mal, ce- cette Bravo, fois-ci, Rémi, c'est bravo, Rémi, Moi, ce quiz, bon, effectivement. ben, au moins, bien sûr, de ouf.
Écoutez, merci à toutes et tous. Oh, c'est la première fois qu'on a 2 femmes sur l'émission. C'est bien. Plus une 3e spectatrice. Donc on a la parité aujourd'hui. Ouais, on est en parité. Ouf, on s'en sort bien. C'est là, je commençais j'avais les yeux qui tournaient. Du coup, merci Chloé et Julien de la médiathèque d'hier d'être venus dans notre émission. De nous avoir accueillis. Et on remercie toute l'équipe de la médiathèque d'hier pour le travail formidable qu'ils font. Et on les salue bien bas. Le bisou à votre patron. Il reconnaîtra. Il vient quand il va au patin. Bisous, Roro, bisous. Il a sa place au show. Merci à la bande du jour, Jay, Annie. Merci d'être venu. Un gros poutou aux absents, à notre ami RD. Le patron qui se gratte jusqu'au sang, tu vas revenir bientôt. Et Gilo qui roupille, il s'en fout, il a même pas WhatsApp, donc il répond jamais aux messages. Et pour finir, on va écouter Joe Hisaishi, Summer. Ah oui. Indian Summer, l'été indien du coup. Là, c'est l'été de Kukujiro. C'est toi qui as choisi? Absolument pas. C'est Julien. C'est encore moi. Il avait fait la totale. C'était fait en fait au départ pour l'émission que vous aviez faite sur Miyazaki et Ghibli, parce que je suis un grand admirateur du studio. Et c'est un studio fait par Joe. Alors c'est un morceau fait par Joe Hisaishi, mais qui n'est pas fait pour Miyazaki, mais qui est fait pour Takeshi Kitano. C'est le 2e réalisateur avec lequel il travaille, et pour un film que j'aime beaucoup qui s'appelle L'été de Kikujiro. Voilà. Okay. On écoute ça. Merci à tous et on se retrouve la prochaine fois. À bientôt. À la prochaine. À plus.